Bonsoir à tous et bienvenue au 20h30 sur Tchad 24 International. Au sommaire de l'actualité de ce 19 juin 2026. Violence de Kim, le gouvernement sert la vis au chef traditionnel. Et puis en santé, drépanocytose, l'alerte sur une maladie silencieuse. Bienvenue une fois de plus, je vous le disais à l'entame de cette édition, quelques jours après les affrontements meurtriers survenus dans la sous-préfecture Géarive de Kim, dans la province du Mayo-Kébi-Est, le gouvernement tchadien hausse le ton à l'égard des autorités traditionnelles et coutumières. À travers une circulaire signée le 6 juin dernier, le vice-premier ministre chargé de l'administration du territoire, Liman Mamat, rappelle les obligations légales encadrant l'exercice de ses fonctions. Un rappel à l'ordre qui intervient dans un contexte de tension et dont l'application suscite déjà plusieurs interrogations. Tansou Amta. Cette circulaire intervient dans un contexte particulièrement sensible marqué par les récents conflits intercommunautaires ayant endeuillé plusieurs familles dans la province du Mayo-Kébi-Est. Lors de la mission gouvernementale dépêchée sur place après les violences de Kim, les membres de la délégation ministérielle avaient directement interpellé les chefs traditionnels sur leurs responsabilités dans la prévention des conflits. Les autorités leur avaient reproché un manque d'anticipation face à une crise qui couvait depuis plusieurs mois et les avaient appelés à jouer pleinement leur rôle de médiateurs et des relais de l'administration. C'est dans cette logique que s'inscrit aujourd'hui cette nouvelle circulaire. Le document rappelle que les autorités traditionnelles sont avant tout des collaboratrices de l'administration et qu'elles ont pour mission de contribuer à la paix, à la cohésion sociale, au développement local et à l'encadrement des populations. Le texte insiste notamment sur la permanence au poste. Les chefs traditionnels doivent résider dans leur localité et ne peuvent administrer leurs ressorts territoriaux par procuration ou à travers des représentants. Toute absence prolongée non autorisée est désormais considérée comme un manquement grave pouvant entraîner des sanctions. La circulaire met également l'accent sur le respect de la hiérarchie administrative, la neutralité politique et l'obligation de préserver l'unité nationale. Mais c'est surtout le chapitre consacré aux incompatibilités qui retient l'attention. Le gouvernement rappelle que l'exercice des fonctions traditionnelles ne peut être cumulé avec certaines responsabilités administratives, politiques ou sécuritaires, notamment au sein des forces de défense et de sécurité. Une disposition qui relance le débat sur la cohérence entre les textes et la réalité du terrain. En effet, plusieurs personnalités occupant de hautes fonctions dans l'administration ou les services de sécurité continuent d'exercer parallèlement des responsabilités coutumières. Une situation connue de tous, mais rarement remis en cause. Dès lors, la principale question demeure celle de l'application de cette circulaire. Sera-t-elle appliquée à l'ensemble des autorités concernées ou uniquement aux chefs traditionnels de base? Au-delà du rappel des règles, c'est donc la crédibilité de l'action publique qui est en jeu. Car, pour de nombreux observateurs, le renforcement de l'autorité de l'État et la prévention des conflits communautaires passent avant tout par une application équitable des textes sur l'ensemble du territoire national. À quelques heures du déploiement des agents recenseurs pour le 3e recensement général de la population et de l'habitat au Tchad, la sensibilisation s'intensifie à N'Djamena afin d'assurer la réussite de l'opération. Dans le 9e arrondissement, la commission départementale se veut rassurante quant aux dispositions prises. Écoutons Fanzouine Paul. Nous, on n'a pas attendu à ce que le lancement national d'abord ait lieu. Parce que nous avons des zones inaccessibles si la pluie commence. Donc j'ai dit au maire, pas question, malgré qu'il n'a pas encore mis tout en place, où on trouvera le carburant, ceci, ne regardez pas ça. Maintenant, à l'heure où je vous parle, on a déjà fait 2 quartiers. Le quartier Kabé et le quartier Sokono. Donc c'est le quartier périphérique qu'on a guetté, pour que même si la pluie va commencer, on aurait déjà fini de boucler au niveau de la périphérie. Dans le centre, même s'il y a la pluie, ça ne nous gênera pas. Ce samedi encore, le rendez-vous est pris pour 3 quartiers. Il y a Toukoura Massa, il y a Toukoura Dassa et Toukoura Mouzmou. Donc quand on va faire ça, il nous restera le quartier Ngonba pour boucler la périphérie. Ça veut dire que nous, on est déjà pris de l'avance. Dans notre souci, nous voudrions, n'est-ce pas, que pour ce recensement général, pour nous, le 9e était très mal recensé dans le passé. Quand tu vois les données, mais ça ne répond pas à la norme des choses. Donc on est en train de, là où on passe, on dit aux gens, voilà, ce recensement, c'est bénéfique pour nous,
parce que c'est à travers ce recensement que le gouvernement va s'atteler pour planifier, n'est-ce pas, le développement de nos arrondissements. On parle en toute langue, hein. Ça veut dire en arabe, si on voit dans le milieu que c'est des Gambais, c'est des Saras, c'est des Topuri, voilà, notre commission est cosmopolite. On dit même aux gens en tant que président de cette commission de parler en toute langue que vous compreniez pour que le message passe. Parmi les nombreuses mesures récemment annoncées par la police municipale de la mairie de N'Djamena pour assainir la capitale figure l'interdiction de la vente d'eau en sachet plastique. Une décision pourtant loin d'être nouvelle, déjà proscrite il y a une dizaine d'années. Cette activité avait progressivement repris jusqu'à devenir omniprésente dans les marchés et les quartiers de la ville, comme plusieurs mesures. Cette décision municipale vise à améliorer le cadre de vie des habitants. On finit par tomber dans les oubliettes. Cette fois, les autorités réussiront-elles à faire appliquer leurs décisions? Élément de réponse dans ce reportage signé Tchatra Marilyn Dila. La mairie de N'Djamena a récemment réaffirmé l'interdiction de la vente des eaux en sachets plastiques dans la capitale. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des actions engagées pour lutter contre l'insalubrité et améliorer le cadre de vie des habitants. Pourtant, cette décision est loin d'être une première. Il y a une dizaine d'années déjà, les autorités avaient pris une mesure similaire en raison des conséquences environnementales liées à l'utilisation massive de ces emballages plastiques. Mais faute de suivi et de contrôle, les sachets d'eau ont progressivement refait surface dans les marchés, au bord des établissements scolaires et dans plusieurs quartiers de la ville. Aujourd'hui encore, de nombreux habitants continuent d'y recouvrir. Pour certains consommateurs, cette eau demeure la solution la plus accessible pour se rafraîchir face aux fortes chaleurs. Il n'y a que ces eaux en sachet qui sont plus accessibles au bord des rues et plus moins chères pour la population tchadienne. Donc, si la mairie décide d'interdire la commercialisation de ces eaux, je pense que la population tchadienne mourra de soif. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est à cause de la pauvreté et la cherté de vie qui pousse les gens à pratiquer cette activité. Selon moi, pour limiter cela, il faut qu'on essaye de sensibiliser les gens et aussi de trouver un moyen à laquelle les gens vont pratiquer pour limiter cela. La réussite de cette nouvelle campagne dépendra en grande partie de la capacité des autorités à faire respecter leurs décisions sur long terme. Pour Ahmad Haroun Lari, l'enjeu ne se limite pas à la prise des mesures, mais réside surtout dans leur application effective et durable. C'est une décision vraiment sanitaire qui consiste non seulement à la protection de la santé publique, mais aussi la santé de la population de la ville de N'Djamena. Ils prennent des décisions, mais on voit toujours l'intrusion des acteurs invisibles. D'autres acteurs, vous savez, nous sommes dans un pays où la politique parfois prévoit. Donc, vous voyez que les maires, dans ces prérogatives, prennent des décisions où il y a d'autres influences. Au-delà des eaux en sachet, plusieurs mesures municipales ont déjà connu un sort similaire. S'il s'agit de l'interdiction des dépôts anarchiques d'ordures, de la lutte contre l'occupation inégale des espaces publics ou encore des opérations d'assainissement des caniveaux, de nombreuses initiatives ont peiné à produire des résultats durables. Dans ces conditions, la question demeure donc entière. Cette décision pourra-t-elle un véritable tournant dans la lutte contre l'insalubrité en N'Djamena ou connaîtra le même sort que les précédentes mesures? Les prochaines semaines permettront d'en apprécier la portée réelle. Ce 19 juin marque la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique du sang qui touche de nombreuses personnes à travers le monde. Au Tchad, aucune donnée exacte n'est disponible sur le nombre de personnes atteintes de cette maladie, qualifiée de silencieuse par l'hématologue clinicienne Hadje Kaltam Abderrahman. Écoutez. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de la drépanocytose? La drépano, c'est une maladie génétique qui existe depuis des siècles. Elle a été découverte en 1910. Ça fait déjà un siècle que cette maladie existe. Mais malheureusement, au Tchad, c'est une maladie supposée comme une maladie orpheline parce qu'on n'en parle pas d'elle et que les malades souffrent, la famille souffre et les praticiens souffrent pour la prise en charge. Si on voit la population où l'esprit
de nos concitoyens, avoir la drépanocytose, c'est aujourd'hui devenu un jugement, une mystification, et vivre avec la maladie sans passer par une stigmatisation, c'est un problème. Donc, raison pour laquelle on lutte pour ça, pour rendre la maladie facile à vivre pour les malades, pour la famille et pour nous-mêmes les praticiens. Malheureusement, on n'a pas une statistique fixe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est l'une des maladies qui est la plus représentée au Tchad. Parce qu'on peut pas, la prévalence déjà des porteurs sains est très élevée, ce qui fait que les gens découvrent la maladie à la naissance de leurs enfants. Et c'est partant de là qu'on se rend compte qu'il y a des porteurs qui sont sains, mais qui ne savent pas vraiment leur profil. Dans la prise en charge des personnes atteintes de la drépanocytose, le don régulier de sang demeure l'un des meilleurs moyens pour maintenir les patients en vie. Le centre hospitalier universitaire La Renaissance a d'ailleurs consacré des journées scientifiques à cette maladie avec comme priorité la promotion du don de sang. L'hématologue clinicienne Hadje Kaltam Abderrahman en assure la coordination. Le sang, il faut savoir que le sang, c'est un produit sanguin qu'on ne peut pas le trouver dans le marché. Aucune pharmacie n'est à ce jour à mesure de produire du sang. Donc, c'est le don qui peut sauver des vies et remplacer le manquement à ces malades. Être un donneur, c'est-à-dire on sauve directement la vie de la personne parce que même en voulant l'acheter, on ne peut pas l'avoir dans le marché. La raison pour laquelle aujourd'hui nous célébrons cette première journée scientifique pour mettre en lumière ce que c'est la maladie, ce que c'est la souffrance de ces malades et de ses parents, et aussi bien pour les praticiens pour trouver un consensus pour rendre cette prise en charge facile, agréable. Le sommet sur la justice des réparations liées à la traite négrière et à la colonisation, ouverte le 17 juin, s'est achevé ce 19 juin 2026 au Ghana. À l'issue des travaux, plusieurs résolutions ont été adoptées s'inspirant de la reconnaissance par l'Organisation des Nations Unies de l'esclavage comme étant le crime le plus grave contre l'humanité. Ajda Mamad Kalbassou. Les résolutions du sommet Dakar sur les abus de la traite négrière et de la colonisation vont de la justice réparatrice à la coordination transcontinentale en passant par la restitution des œuvres d'art aux Africains. Les participants ont conçu à cette une feuille de route concrète reposant sur ces trois axes essentiels. Le premier met en œuvre des stratégies de répartition structurelle, financière et émotionnelle en faveur des descendants ou ayant droit des victimes de la traite négrière. Le deuxième accélère sans embâche le retour des objets d'art pillés en Afrique pendant la période de la traite négrière et de la colonisation. Enfin, le troisième envisage de créer des organes internationaux thématiques pour unifier les actions des gouvernements, des organisations non gouvernementales et de la diaspora pour parvenir à obtenir des sièges au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'Afrique. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine est célébrée chaque 18 juin. Elle a pour objectif de sensibiliser les populations aux dangers que représentent les discours de haine. À cette occasion, Ibrahim Moussa Béchir, président d'Internet Society Tchad, appelle chacun à ne pas céder aux provocations et à promouvoir la paix, la tolérance et le vivre ensemble. Le discours de haine, c'est toute parole ou contenu qui attaque une personne ou un groupe à cause de son ethnie, sa religion, sa région ou son sexe. La limite est donc claire. Critiquer une politique, c'est légitime, mais attaquer l'identité d'un groupe entier, c'est du discours de la haine. Au Tchad, il circule surtout par 3 canaux, ou 4. Nous avons d'abord les réseaux sociaux, en particulier WhatsApp, Facebook et TikTok, qui touchent une grande partie de la population, même peu analphabétisée. Grâce aux messages vocaux et aux vidéos plutôt qu'à l'écrit, ensuite les meetings politiques et les rumeurs de bouche à oreille qui restent très puissants dans notre contexte. Enfin, certains médias ou pages anonymes qui relaient des contenus sans vérification dans un cycle où la viralité prime sur la vérité. Ce qui rend en situation particulière chez nous, c'est la vitesse de diffusion via les groupes WhatsApp communautaires, souvent plus rapide que n'importe quel média traditionnel. Car le Tchad est une mosaïque ethnique et confessionnelle avec des fractures historiques. Beaucoup banalisent ces propos comme de l'humour ou de la fierté communautaire, etc.
Et peu de gens signalent quand même le contenu, par peur ou par habitude, surtout en période de tension. Cela peut vite attiser les conflits réels. Le rôle de l'intelligence artificielle est très crucial car elle peut aider à détecter et à modérer les contenus haineux à grande échelle. Mais sa grande limite chez nous, c'est qu'elle ne comprend pas nos langues locales. Justement, celles où circulent beaucoup de discours de haine sont ces langues-là. Elle doit donc être combinée à la modernisation humaine et à l'éducation. Internet Society plaide pour des modèles d'IA adaptés à nos langues nationales. Mondial 2026, FIFA World Cup 2026, Haïti rêve d'un exploit face au Brésil. Au Ghana, une conférence internationale se penche sur les réparations liées à l'esclavage. Au Nigeria, un mois après l'enlèvement des élèves dans l'est d'Oyo, l'école reste paralysée. Voilà l'essentiel de l'actualité internationale présentée par Anna Laura. À la veille de son entrée en lice face au Brésil en Coupe du Monde 2026, l'enthousiasme est à son comble en Haïti. Pour la première fois, depuis 1974, les Grenadiers participent à la phase finale du monde, une qualification historique qui suscite une immense fierté nationale. Dans les rues de Port-au-Prince, les drapeaux haïtiens et les portraits des joueurs ont remplacé les couleurs brésiliennes qui dominaient autrefois les périodes de Coupe du Monde. Si la Seleção demeure une référence pour de nombreux supporters, les regards sont désormais tournés vers l'équipe nationale haïtienne, porteuse d'un nouvel espoir pour tout un peuple. Au Ghana, une conférence mondiale consacrée aux réparations liées à l'esclavage s'est ouverte jeudi. Elle vise à transformer le soutien politique grandissant en actions concrètes en faveur de la justice historique. Cette rencontre réunit des dirigeants africains et caribéens quelques mois après l'adoption par les Nations Unies d'une résolution qualifiant la traite transatlantique des esclaves des crimes les plus graves contre l'humanité. Bien que non contraignante, cette résolution appelle les pays impliqués dans la traite négrière à s'engager dans des mesures de restitution et d'indemnisation des descendants des victimes. Enfin, au Nigeria, la sécurité des élèves suscite de vives inquiétudes. Dans le sud du pays, les enlèvements de masse perpétrés le 15 mai dernier dans les écoles de Yaota et d'Arora et Siline continuent de provoquer l'émoi. Ces deux localités situées à proximité du parc national d'Ol-Oyo a été le théâtre des kidnappings qui ont profondément choqué l'opinion publique. Jusqu'ici, les enlèvements contre rançon attribués à des groupes armés ou criminels étaient principalement concentrés dans le nord du Nigeria. C'est le sud du pays qui est frappé, ravivant les préoccupations sur l'extension de cette menace sécuritaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis très bonne suite des programmes sur Tchad 24. À demain.